Voilà, pour démarrer l'analyse de ce matin, nous allons parler du 1er août. Plusieurs sujets sur le 1er août, la célébration de l'indépendance du Bénin. Pour en parler, j'ai à mes côtés Marc Goudjanou. Il est analyste et journaliste politique. Bonjour Marc. Oui, bonjour Carole Olaye, bonjour à tous les amis téléspectateurs et internautes, à tous les auditeurs également de la 102.3. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin. Henri, bonjour. Marc, bonjour et bonjour Carole. Il est ainsi annoncé, vous l'avez vu. J'ai à ma gauche Henri Nyambodé, bonjour, journaliste, bonjour. Analyste politique également. D'accord. Vous êtes étonné de la façon dont on vous présente? Non, il ne m'a pas laissé le temps de le présenter et je l'ai quand même fait. Il dit ah bon. Il avait tout fait déjà. Alors saluez, je vous permets de saluer les téléspectateurs, auditeurs de la 102.3 et également les amis internautes. Mais là, les amis, recevez mes civilités. Je reconnais que vous faites assez d'efforts pour rester à notre compagnie tous les matins. Pour suivre cette émission qui vous permet également d'avoir une idée sur les situations, les problèmes de notre quotidien, particulièrement ceux qui nous appellent très souvent de Savalo et de Boycon. Un peu partout, on dira tout simplement. Oui, on l'a dit, merci beaucoup et merci à ceux qui ont peut-être accroché le poste radio à un pilier ou bien à un poteau pour nous suivre encore ce matin. Merci pour la fidélité. Et ceux qui utilisent le forfait Internet pour nous écouter également, pour nous suivre, malgré que c'est un peu cher au Bénin, cette affaire de l'Internet, il faut un jour qu'on en parle, bien sûr. Je ne savais pas que vous étiez tellement inspiré, mais... Vous m'avez demandé, vous avez cité 3 catégories, donc il faut que je fasse la part des choses. Oui. Alors, c'est parti pour la discussion sur ce plateau. Dernier 1er août de talent en qualité de président de la République, l'opposition appelle à des actes forts pour la décrispation. Alors, la libération des détenus politiques, le retour des exilés, l'ouverture d'un dialogue inclusif sont là, nous le savons tous, les demandes ou doléances de l'opposition. Pensez-vous qu'elles sont réalistes dans le contexte institutionnel actuel, Marc Goudjanou? Oui, il faut dire que l'opposition est en train de jouer ces dernières cartes, je ne dirais pas sa dernière carte, mais ces dernières cartes, parce que à chaque fois qu'ils ont l'occasion quand même de pouvoir demander au chef de l'État de pouvoir revoir un certain nombre de ses positions, chaque occasion est une occasion particulière. Et encore, lorsque vous parlez du 1er août, qui est la commémoration de la cession de notre pays à l'indépendance et que nous fêtons également les 65 ans. Et que ça, pour cette année-ci, c'est le dernier que Patrice Talon doit célébrer en tant que chef de l'État. Il faille quand même essayer d'obtenir ou bien de souhaiter que la plupart des positions dans lesquelles le chef de l'État est resté très ferme par rapport à tout ce que vous avez cité tout à l'heure, par rapport à la situation des exilés, par rapport à ceux qui sont en prison, les détenus en griffe politique, et également la privation des libertés, ou parfois même certains professionnels de l'audiovisuel, des professionnels des médias, certains sont parfois limités dans leur travail où ils n'ont pas forcément totalement l'accès à l'information, ils n'ont pas totalement la liberté de dire tout haut ce qu'ils pensent parfois, et donc il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas. Et c'est l'occasion de demander au chef de l'État, puisqu'il est en train de finir son mandat, c'est le moment le plus idéal pour lui. Normalement, lorsque vous voulez finir, on souhaite que vous finissiez très bien. Et lorsque l'on vous souhaite cela, c'est qu'il y a un certain nombre de dispositions que vous avez eu à prendre, un certain nombre de positions rigides que vous avez eu à prendre par le passé qui peuvent être reconsidérées parce que
vous avez besoin de laisser quand même le pouvoir dans la tranquillité, dans la paix, pour pouvoir permettre, même si éventuellement vous avez un dauphin, pour pouvoir lui permettre de pouvoir rester dans cette continuité-là avec la tranquillité qu'il faut. Parce que si vous laissez éventuellement le pays dans la main de quelqu'un, même s'il fait partie de votre camp, et qu'il y a toujours cette crise-là, en tout cas cette tension politique, c'est qu'il ne pourra pas totalement commencer de façon adéquate son mandat parce qu'il serait limité et les gens vont toujours garder à l'esprit que c'est comme si c'est toujours Patrice Talon qui est là, parce que c'est son dauphin, parce que c'est lui qui l'a parrainé, et donc ça met un peu plus de tension encore sur la situation politique du Bénin et sur tout ce que l'on réclame, comme tout ce qu'on souhaite comme amélioration de la vie sociale, politique, économique et pourquoi d'autres également, parce que l'opposition est dans son rôle de pouvoir le demander, parce que actuellement il faut remarquer qu'ils ont dos au mur par rapport à un certain nombre de revendications qu'ils ont souhaité par rapport à la relecture du code électoral qui est déjà mort, par exemple, par rapport à l'audit du fichier électoral qui est en cours actuellement, dont on ne connaît pas encore l'issue. Parce que c'est vrai que l'audit est lancé, mais est-ce que tout ce qui va aboutir par rapport à cet audit, est-ce que ça serait pris en considération? Est-ce que ce serait réellement exécuté comme cela se doit? Alors que également, on est dans un court délai parce que les élections sont déjà proches. Et donc, il faille au chef de l'État, qui est le père de la nation, de pouvoir évaluer, de pouvoir dire que, quels qu'en soient les hommes politiques qui sont derrière lui, tous ces hommes politiques qui ont été toujours derrière Yahi Boni par le passé et qui ont contribué à tout ce que l'on dénonce, d'accord, par rapport au régime précédent, le régime de Yahi Boni, que le gouvernement actuel dénonce. Parce que la majorité de ceux qui sont avec le chef de l'État aujourd'hui, ne l'oublions pas et ne l'occupons pas, c'est le même leader qui était derrière Boni Yahi quand Boni Yahi gouvernait. Et pourtant, on est en train de diaboliser presque tout ce que Yahi Boni a eu à faire par le passé. Et ce sont ces mêmes acteurs qui se retrouvent aujourd'hui derrière le chef de l'État. Est-ce qu'à la dernière minute, ces acteurs ne vont pas le renier? Parce que n'oublions pas également dans un contexte où il y a cette méfiance politique entre ces leaders-là, où ils n'ont pas cette liberté de pouvoir clamer, de pouvoir faire sortir toutes leurs ambitions politiques à l'approche des différentes élections. Et donc, est-ce pas une stratégie pour eux d'être dans cette méfiance parce qu'ils connaissent la réaction du chef de l'État? Et on a déjà vu tous ceux qui ont commencé par nourrir cette ambition précoce. On a compris combien de fois ils ont vite oublié cette ambition. Et donc, il faut que le chef de l'État soit très méfiant. Parce qu'au Bénin, ce sont les mêmes qui vont te pousser à bout, à pouvoir faire, à aller jusqu'au boutisme. Ce sont ces mêmes-là qui vont se retourner de derrière toi lorsque tu seras dans le décor. Et donc, il doit prendre la mesure des choses pour pouvoir savoir que c'est lui, le chef de la nation, c'est lui le père de la nation. Est-ce que ce ne serait pas idéal pour lui de pouvoir faire quelques compromis, de pouvoir quand même prendre en considération quelques remarques, quelques reproches, d'accord, du candidat adverse pour pouvoir quand même reconsidérer tout cela, voir, même s'il ne peut pas tout faire, même s'il ne peut pas régler tous les problèmes que dénonce l'opposition et également la classe politique, pas seulement l'opposition, même les populations. À la base, même les Béninois ont des griefs forcément contre Patrice Talon. Et on le conçoit parce qu'il n'est pas un homme parfait. Et donc, il ne peut pas dire, c'est pourquoi il faut qu'on rappelle quand même à tous ces chanteurs, à tous ces propagandistes du gouvernement, du pouvoir, de comprendre que Patrice Talon n'est pas parfait. Et il n'y a aucun gouvernement parfait sur cette terre. Et donc, du coup, tout ce qu'ils font de reconnaître au moins avec humilité qu'il y a des failles et qu'il y a des choses qui n'ont pas été bien faites. Et que du coup, il faut remettre toutes ces choses en cause, en question, pour pouvoir quand même permettre à ce que, vers la fin du mandat, le chef de l'État puisse bien finir son mandat. Et bien finir son mandat également, c'est d'être humble, d'accord, de faire des concessions, en sachant que dans tout ce qui est dénoncé, tout n'est pas faux. Et donc, il faut qu'il reconsidère sa personnalité, qu'il
devienne encore un peu plus humble, qu'il oublie peut-être vers la fin de ce mandat, son mandat d'homme toujours fort, qu'il a toujours eu avec cette rigueur, avec cette main forte, avec laquelle il a tenu le pays jusqu'à cet instant-là, de pouvoir, même un père de famille, on dit souvent, c'est le bâton et la carotte. Et donc, il faut qu'il prenne cela également en considération pour savoir que... Vous pensez que c'est le moment pour savoir que c'est le moment également pour lui de pouvoir reconsidérer un certain nombre de choses, de pouvoir penser que je suis à la fin, il faut que je finisse bien, sinon, que ce soit pour moi, que ce soit pour tous ceux qui m'ont soutenu, que ce soit pour ceux à qui je pense laisser la continuité, ceux-là puissent quand même bien continuer le travail, tous les acquis qu'il a eu à faire pour qu'à la fin, même si on n'est pas Dieu, il se peut que le pouvoir change de main et que même tout ce qu'il est souhaité ne se réalise pas dans ce cas précis. Qu'il ne soit pas lui aussi contraint à aller en exil, peut-être, ou à demander, à dire, je suis dans mon propre pays, mais je n'aurai pas cette liberté de pouvoir revenir et de circuler librement comme il le faut, parce que j'ai pu créer une situation, de toutes les façons, une situation qui ne permet pas quand même d'être mieux appréciée. Et donc, c'est ainsi que moi je vois la chose. Il faut qu'un père de famille qui reconsidère sa position, qu'il apaise les tensions, et pour que le Bénin, tout le monde soit gagnant dans cette élection qui doit être plutôt une fête pour tous les Béninois, et ce 1er août également qui est une fête pour que tous les acteurs puissent participer, qu'on puisse voir les gens de l'opposition venir à cette fête. Vous avez vu, on a invité les dirigeants de l'AES par exemple, au moins 2 pays à venir. Exactement. Pourquoi ne pas également inviter ceux de l'opposition, faire encore même base sur quelques dissensions pour quand même le Bénin puisse en grandir. Merci. Henri Yambodé, la même question pour vous. Croyez-vous que ces doléances sont réalistes avec les réalités que nous vivons actuellement? Je parlerai d'interpellation politique de la part de ce cadre-là. Et quand vous parlez de réalité politique, les gestes utiles et forts dont demande le cadre, il s'agit de la libération des détenus politiques. Est-ce que sur ce point-là, est-ce que Patrice Talon est flexible? Est-ce qu'il a changé de posture jusqu'à aujourd'hui? Et d'ailleurs, dans le discours de certains politiciens qui sont dans la famille de la mouvance, il n'y a pas de détenus politiques, il y a des hommes politiques qui sont en détention. Est-ce qu'à ce niveau-là, est-ce que Patrice Talon a changé de position? Je ne pense pas. Donc, ça fait un. Il y a un autre aspect sur lequel... Le retour des exilés. Le retour des exilés, il a toujours dit, et le porte-parole a souvent répété ça très souvent, non, le pays, le Bénin appartient à nous tous. Si quelqu'un ne se reproche rien, il peut revenir, on va les accueillir à bras ouverts, à l'aéroport et tout le reste. Donc à ce niveau-là, on estime qu'on n'a pas fermé les frontières à ceux-là qui sont partis. Et donc ils peuvent revenir à tout moment, quitte à eux de s'attendre à répondre à ce qu'on leur reproche. Donc à ce niveau-là, voilà. Mais au niveau donc des lois électorales, par exemple le code électoral, où depuis juillet, je crois que c'est le 22 ou le 21 ou le 22 passé, il n'est plus question de parler donc de relecture du code électoral. Donc il faut peut-être chercher un consensus électoral, un consensus entre le personnel politique pour quand même aller à la relecture de ce code-là. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut se taper le point sur la partie pour dire, attention, oui, on peut aller à la relecture du code électoral avec, bien sûr, tout ce que nous savons, je ne pense pas, avec la position adoptée par les 2 formations politiques. Je vais parler de l'UPR et de BR. Donc, sur ces questions-là, sur lesquelles le cadre de concertation des forces de l'opposition appelle le président Patrice Talon, on connaît sa position. Et pour moi, je dirais que, tout simplement, c'est encore peut-être une sortie de raté. Parce que si on est à quelques semaines, bien sûr, le 1er août, et ils estiment qu'il doit poser ces gestes-là avant qu'on ait une fête nationale grandiose et bombance et tout le reste. Je pense que non. On aurait aimé que le cadre de concertation propose qu'avant la fin de son mandat, parce qu'il a, au moins, il aura donc un timing bien déterminé pour agir. C'est vrai également que dans le cadre de la fête du 1er août, il peut agir donc sur la ficelle pour que, en utilisant la grâce présidentielle pour libérer un certain nombre de personnes, mais ceux que le cadre de concertation, les opposants donc demandent qu'ils libèrent, c'est pas sûr que Patrice Talon libère ceux-là. Peut-être les étudiants qui sont
impliqués dans les violences post-électorales de 2019, peut-être Ceux qui ont été peut-être instrumentalisés, tout le reste. À part ceux-là, je ne pense pas que Patrice Talon, parce que eux autres, ils vont espérer que Patrice Talon libère tout de suite Ricard Madougou, demande à libérer Ricard Madougou, demande à libérer Joël Yvon, demande à libérer Olivier Bocor, demande à libérer Ozado Meki, c'était le point là, demande à libérer par exemple le général Rouléon. Eh bien, il ne va pas le faire tout de suite. Il peut le faire. Et dans l'interview qu'il a accordée même à Jeune Afrique, il a dit « Je ne pense pas que c'est une meilleure option. Et celui qui viendra même après moi, je ne pense pas que ce sera une meilleure option pour la personne de libérer aussi encore. » Donc pour lui, du moment où la justice a donné le verdict, il faut qu'on aille jusqu'à la fin, donc 20 ans, donc 20 ans et 10 ans, le reste là, ça va passer. Maintenant, l'opposition, est-ce que c'est un chantage pour l'opposition avant de se retrouver au niveau, donc, bien évidemment, à la fête du 1er août, c'est pour tout le monde, c'est pas pour Patrice Talon. Et c'est ça, au-delà même de la tête de Patrice Talon, c'est la fête de tout le monde. Donc, ils peuvent se présenter et c'est même relever leur code politique en se présentant à cette fête-là. Quand on annonce, par exemple, un Boni Yayi à la fête du 1er août, c'est une autre liesse populaire. Par exemple, on dit, bon, écoutez, oui, notre président. Et donc, c'est également une manière de faire la politique autrement pour eux. Donc, pour moi, le cadre de consultation, oui, l'opposition est dans son rôle quand même de dire, oui, libérer, mais quel est le pas à franchir pour que ces gestes-là qu'on demande à Patrice Talon soient posés également. Il y a ça. Pourquoi ne pas peut-être envoyer un mémorandum à Patrice Talon pour dire, écoutez, tu souhaites sortir par la grande porte, bien sûr, après ton second mandat, tu as annoncé que tu ne feras pas un troisième mandat, mais il faut quand même que tu poses certains gestes qui vont encore te relever, vont te faire grandir. Et donc ces gestes-là, les voici. Et donc, forcément, Patrice Talon, peut-être, en tant que homme, en tant qu'humain, peut dire je peux agir sur un certain nombre de choses. Maka a dit donc non, il faut également allier la carotte à la gouvernance. Non, je ne pense pas que si dans ce dernier virage-là, si jamais Patrice Talon dit écoutez, je laisse tout, vous allez voir ce que ça va donner, eh bien ce sera fatal pour lui. Ce sera fatal pour lui. Mais la gouvernance, je pense que c'est de rester dans cette dynamique-là jusqu'à la fin de du mandat. Nous allons revenir. Oui? Henri, quelle est selon vous la légitimité politique et même morale de cette doléance de l'opposition? Mais écoutez, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est des interpellations politiques. Si par exemple on met dans la balance l'affaire du détenu politique, aujourd'hui, il n'y a pas ce jour-là où les opposants n'appellent pas à la libération. Mais c'est légitime, bien évidemment, de leur part, parce que est-ce qu'il y a des opposants, effectivement, en prison? Oui, il y a des opposants en prison, c'est affirmatif. Et donc c'est légitime de leur part de demander au président Patrice Talon de libérer. Maintenant, est-ce que nous sommes... La question principale, est-ce que nous sommes dans un climat politique où la crise est invivable? Est-ce que le climat est invivable aujourd'hui? La question est là. Maintenant, est-ce que la loi qui est là, si je prends par exemple le code électoral, qui n'a pas, qui a essuyé tout le temps des critiques de la part de l'opposition, qui a essuyé tout le temps les polémiques de la part de l'opposition, des voix se sont levées pour dire non, à tel endroit, à tel moment, par exemple, la question du parrainage, la question de 20%, où on dit, en se basant sur les résultats donc, des élections passées, on ne peut pas faire engranger un résultat qui puisse aller jusqu'à 20% dans chaque circonscription électorale, eh bien, quand on parle d'accord de gouvernance, on dit, mais écoutez, de l'autre côté, avec qui on doit s'allier pour faire accord de gouvernance? Je parle, monsieur, du Parti démocrate, qui ne s'entend pas avec la FCBE. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont, bien évidemment, légitimes. Quand on prend le cas, bien sûr, des exilés politiques, c'est légitime de leur part de dire, de demander au président, il faut permettre, bien évidemment, aux exilés politiques de revenir au pays. On a dit sur ce plateau que, par exemple, le père Soglo, si à un moment donné, il savoure, salue les actions du gouvernement, peut-être que pour lui, c'est une passerelle pour demander à Patrice Talon, mais pardon, laisse mon fils revenir. Comme écoutez, comme il n'a pas envie de revenir, quand on prend Valentin Agassou Dianotin, combien de fois il n'a pas envie de revenir voir sa famille, même si certains ont élu domicile à Lomé, c'est pas se loin de sa famille, c'est pas une chose de bon cœur. Et donc,
pour les opposants, c'est bien évidemment des actes forts que le président peut faire pour dire, je décrète que ceux-là qui ne sont pas impliqués dans certaines affaires politiques, par exemple, détournement et tout le reste, peuvent revenir au pays pour qu'on finisse le mandat ensemble. Voilà. Marc Goudianou, est-ce que selon vous, le président Patrice Talon aujourd'hui a-t-il intérêt à répondre favorablement à l'appel de l'opposition béninoise? Parce que, je l'ai déjà dit, il est libre. Hein. C'est à lui de choisir son destin. Il est libre de répondre ou de ne pas y répondre. Quels seraient les impacts pour l'homme? Je voulais faire juste un parallélisme. Allez-y. Je me rappelle le 1er août 2016, quand Patrice Talon a pris le pouvoir. Avant même qu'il ne prenne le pouvoir, on a eu cette classe politique qui parlait de l'après-nous, c'est nous. Ils y ont mis tous les moyens. Ils ont cherché tous les candidats. Ils ont trouvé le profil d'un Zissou Lionel pour pouvoir concurrencer Patrice Talon, qui était de retour des îles, puisqu'il était également un exilé à une époque donnée. Et quand il est revenu, le jeu démocratique était totalement assis. Et c'est ce jeu démocratique d'abord qui a permis avec toutes les interventions de la classe politique béninoise et même de certains leaders à l'international qui ont permis à ce que son retour des îles soit possible. Et après cela, il a participé aux élections. On l'a laissé être candidat. Il a participé aux élections. Il a remporté les élections malgré que le parti au pouvoir avait tous les moyens, avait toutes les institutions, avait tous les hommes politiques, tous les leaders, presque tous les leaders politiques du moment à ses côtés. Mais malgré cela, le jeu démocratique a eu lieu. Et c'est ça qui a permis à Patrice Talon de gagner les élections en 2016. Parce que le peuple avait cette soif, avait ce besoin-là de pouvoir changer la donne. Et du fait qu'il ait été victime, d'accord, de cet exil, a contribué favorablement à son élection en 2016. Après l'élection de 2016, même à l'investiture, même à la première fête du 1er août de 2016, l'ancien président était là. Le candidat malheureux à l'élection, Zissou, était également là à la fête du 1er août de 2016. Et ce qui était un symbole d'unité, d'accord, et de rassemblement de toute la classe politique pour dire les élections, c'est un jeu démocratique, tout le monde a participé, tu as gagné, tu as le mérite, on le reconnaît, on est prêt à te laisser continuer ton travail comme cela se doit. Sinon, si c'était dans un climat où j'imagine, par exemple, c'est que même lui-même, après avoir pris son mandat, et que le 1er août qui allait suivre, ce n'était pas évident forcément que tous ces anciens, tous ces rivaux, d'accord, lors des élections, soient quand même là. Et quand il est en train de finir son mandat aujourd'hui, il y a un certain nombre d'acquis qui étaient avant que lui ne puisse devenir chef de l'État. Et c'est grâce à ces acquis que lui, il a pu participer au jeu démocratique pour être élu. Si aujourd'hui, tous ces acquis sont remis en cause, si aujourd'hui, il y a tous ces problèmes, alors qu'on tend vers des élections, d'accord, pour lui, il doit normalement faire un feedback pour pouvoir penser que quand je devais venir, j'étais dans une situation où certains se retrouvent également aujourd'hui. Est-ce qu'il ne faudrait pas que pour moi, je laisse alors le jeu démocratique ouvert pour les problèmes qu'on a soulignés. Henri les a soulignés tout à l'heure, les problèmes de parrainage, par exemple, le problème de relecture du code électoral, par exemple. Et donc, il y a un certain nombre de problèmes qui devaient permettre quand même que le jeu démocratique soit ouvert. Et c'est ça, moi, je parle. On suppose qu'il en vienne à cela. Quels seront les impacts de cette décision? Non, les impacts, s'ils en viennent à cela, c'est que l'opposition n'aurait plus, normalement, de mots à dire, mis à part, aller conquérir
sur le terrain, aller travailler sur le terrain pour pouvoir mieux conquérir son électorat. Et tous les Béninois, vous allez comprendre qu'il y aurait maintenant une forte mobilisation des populations à aller voter, puisque ça s'est diminué carrément. Le Béninois n'a plus cette envie, cet engouement-là d'aller aux urnes pour aller voter. Pourquoi? Posez-vous cette question. Et le chef de l'État doit même se poser également cette question. Il faut que tous les Béninois commencent également à s'intéresser, d'accord, au vote, parce que se sentant impliqués, sentant que quel qu'en soit le choix qu'ils iront faire est un choix qui sera décisif, qui sera important, et non un choix qui serait contraint par des blocages, d'accord, liés à ceux qu'ils veulent défendre ou bien à ceux pour qui ils veulent aller voter. Et c'est ainsi cela. Donc moi je dis toujours, la responsabilité, ça revient au chef de l'État. C'est à lui de décider. S'il veut que les élections se passent dans cet environnement, il faut qu'il soit également responsable que je veux laisser le pouvoir, je veux laisser dans la paix, dans la quiétude, pour que tous les Béninois se sentent intéressés par le jeu démocratique. Mais il a encore une dernière peut-être opportunité de pouvoir se prononcer, de pouvoir quand même changer un certain nombre de choses. Le discours du chef de l'État à la nation, vers la fin d'année. Donc il a encore décembre, janvier, début janvier, pour encore se prononcer. C'est le 1er août. Exactement. Donc après le 1er août, il a encore une autre occasion. Donc Henri je pense que le chef de l'État va encore mûrir ses idées et repenser bien les choses. Ce serait bon pour lui, ce serait bon pour toute sa famille, pour tous ceux qui sont de sa famille politique et autres, à pouvoir quand même participer à ce que le Bénin redore toujours son blason de pays très, très, très démocratique. Le président, vous le disiez tantôt, n'a aucun intérêt aujourd'hui à prendre en compte les doléances de l'opposition. Alors, quel pourrait être l'impact de cette décision, selon vous? Non, avant de répondre à votre question, vous avez laissé une préoccupation à Mac, de savoir est-ce que le président Patrice Talon peut répondre à cette interpellation. Oui, est-ce qu'il a un intérêt à répondre positivement à l'appel de l'opposition? Je pense que Mac a soulevé un point qui est également essentiel, qui est l'apaisement du climat politique qui va conduire, bien évidemment, à un fort taux de participation des élections. Parce que vous savez, dans le passé, pour les élections, que ce soit 2019, 2023, on connaît le taux de participation. Mais demandons-nous, est-ce que Patrice Talon a les moyens de donner suite à ce que l'opposition demande? Est-ce qu'il a vraiment les moyens? Oui, on va dire oui, parce qu'aujourd'hui, il a encore la marge de manœuvre. Si il a la volonté politique, bien évidemment, parce que tout se repose sur la politique. Tout ce qu'on demande, que ce soit question de loi, que ce soit retour des exilés, que ce soit la libération des détenus politiques ou bien des hommes politiques en détention, si la volonté politique accompagne, il peut agir sur la manivelle pour que ces gens-là, que cette doléance-là ait de réponse. Une suite favorable. Mais il y a également quelque chose que j'ai... Ça peut-être, en donnant suite à ces doléances-là ou interpellations, ou bien ces demandes-là de l'opposition, ça va renforcer, avec ce que le Mac a dit, bien évidemment, le climat politique, les gens auront plus confiance en lui, mais ça va renforcer également son image d'homme d'État. Et son souhait de sortir, d'être applaudi, d'être soulevé, d'être appelé à bon nom, bien évidemment, on le connaît, au-dessus donc de ce qu'il fait là, il va sortir donc par la grande porte, parce qu'on a dit, oui, il a dirigé le pays pendant 10 ans, mais à la fin de son mandat, il a fait ce qu'il faut. Il a fait ce qu'il faut. Voici ce qu'il a fait pour maintenir la paix et la quiétude. Et ça va permettre une passerelle, ça va peut-être créer une passerelle, parce que tout le temps, moi, ça me dérange quand très souvent quand on parle de dauphin, parce que l'histoire de après nous, c'est nous, n'a jamais été applaudi par les uns les autres, n'a jamais été apprécié. Et moi-même, moi qui suis là, je me dis, est-ce qu'ils sont les seuls intelligents de la République? Et donc, la question de dauphin, il faut créer les conditions, l'environnement politique, l'environnement de climat de confiance également, pour quand même amener son dauphin. Sinon, si ça va rester ainsi, on risque de ne pas... il risque de laisser encore ces doléances-là, ces demandes-là intactes, en laissant le pays dans la main de celui qui peut-être il entend, qui peut continuer et préserver ses acquis. Mais si c'est comme ça,
les acquis ne seront pas préservés parce que la personne qui sera là va peut-être aux premières heures va rencontrer des difficultés. Cette demande-là va encore ressurgir et tout le temps. Donc pour moi, l'impact direct, si entre-temps, Patrice Talon, monsieur, arrivait à répondre à ça va créer un rétablissement du climat politique, de la confiance politique entre lui et son peuple, parce qu'il ne faut pas l'oublier, Patrice Talon est applaudi des mains, des pieds, parce qu'il fait un travail formidable, il ne faut pas l'oublier, même les opposants, même autant que nous sommes, nous le disons, il fait un travail formidable, que ce soit sur le plan infrastructurel, les réformes qu'il a eu engagées, on le sait, ça a donné le résultat. Mais il y a un côté que Patrice Talon doit, bien évidemment, corriger avant de partir. Et c'est ce côté-là que l'opposition appelle à revoir. Que ce soit, si aujourd'hui, Patrice Talon, Makadi, au détour de son discours sur l'état de la nation, ou bien à la veille de 1er août, dans son discours, il dit on est appelé, en tant que citoyen, en tant que fils de ce pays, nous tous nous sommes appelés à contribuer donc, au développement de nos pays. Je demande à tous les exilés, à tous, il peut les nommer. Il dit, rentrez chez vous, faisons la paix et créer peut-être un dialogue national et sortir peut-être au soir du dialogue. Vous allez voir que Patrice Talon serait, même s'il dit... Célébrer tout simplement. Célébrer, oui, même par le peuple. Par le peuple. Parce que les gens, c'est ça également, parce qu'il y a beaucoup de choses. Il travaille, mais à côté de ce qu'il fait comme travail gangantuesque, il y a un côté qu'il faut chercher à corriger. Et c'est ça. Sa lecture m'amène à vous poser la question de savoir si le silence du président peut-il entacher aujourd'hui son héritage politique? Son silence. Oui. Non, je suis, il va parler. Au fait, je veux parler de son refus. Ah, ok, d'accord, c'est son refus. Est-ce que ça peut... Ça peut entacher son héritage. Oui, je l'ai dit tantôt. Hein. Je pense qu'à travers toutes mes démonstrations, j'ai déjà essayé de faire comprendre au chef de l'État et peut-être à tous ceux qui sont avec lui l'enjeu. Parce que généralement, c'est que ceux qui sont avec vous et qui profitent, d'accord, de tout ce qui est émolument autour de vous, ne veulent pas forcément que ça cesse. Ils veulent que ça continue pour qu'ils puissent continuer toujours à manger. Et donc, ils vont toujours vous encourager à rester ou à trouver quelqu'un qui va continuer à rester là afin qu'il continue toujours de manger. Tel qu'ils ont toujours eu l'habitude de manger sous Yahi Boni. Et ils ont toujours eu l'habitude de manger sous Yahi Boni. Et c'est des bouches qui n'ont jamais changé. Vous les voyez toujours les mêmes derrière le chef de l'État, continuer à manger. Et donc, leur objectif, ça ne serait jamais à ce que la dynamique instaurée par le chef de l'État, ce n'est pas la dynamique ou la politique de développement du chef de l'État qui les intéresse. Malheureusement, c'est ça. C'est leur ventre. C'est leur ventre qui les intéresse, ces hommes politiques. Oui, c'est ça. C'est ça, ce n'est pas la dynamique de développement du chef de l'État qui les intéresse. Donc, il faut que le chef de l'État en ait conscience et comprenne que si ceux-là ont pu dire que Yahi Boni était le meilleur pendant tout le temps, et l'ont même soutenu, ont soutenu même son candidat, d'accord, à la fin, d'accord, de son mandat. Et juste après, quand lui il est venu, ceux-là ont pu tourner le dos à Boni Yahi, c'est qu'il doit s'attendre à ce que ceux-là également puissent lui tourner le dos, dès qu'il va vouloir laisser le pouvoir également, et au niveau des jeux politiques. Parce qu'aujourd'hui, avec cette méfiance, parce qu'ils savent que le chef de l'État a le pouvoir total, il a le nécessaire qu'il faut quand même pour mettre la même main sur tout ce qu'il veut en matière politique. Et donc, ils ont cette peur-là qui les amène à ne pas exprimer le plus profond de leur cœur. Puisqu'au fond d'eux-mêmes, là, il y en a qui nourrissent beaucoup d'ambition, qui nourrissent beaucoup de choses politiquement parlant, mais qui n'ont pas ce courage de l'avouer. Et donc, à la dernière minute, ne vous étonnez pas de voir ceux-là retourner leur veste comme ils ont toujours l'habitude de le faire. Voilà, les parrainages sont déjà lancés, je pense à partir du vendredi par exemple. Ceux qui veulent parrainer pourront aller retirer leur formulaire et que c'est pour un mois, ça va finir. D'ici un mois, si ça commence le 25 juillet, le 25 août. Et donc, en tout cas, je demande quand même à tous les acteurs politiques de pouvoir jouer leur partition, tant qu'ils ont la capacité de le faire, à ce que l'on puisse quand même avoir des élections qui ont été toujours des instants de fête pour nous, citoyens, et pour nous, observateurs également et journalistes. Merci. Nous allons poursuivre cette analyse et aborder un autre sujet, médias en ligne, la
Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication démarre la visite des sièges le 28 juillet. Alors, la preuve que les autorités, oui, au niveau de cette institution, veulent vraiment que les choses se passent dans les normes au Bénin. Oui, c'est d'autant plus normal, hein, puisque il s'agit de notre profession. On a vu beaucoup de journaux traîner dans des sacs à dos. On a vu beaucoup de journaux sans jamais avoir de siège physique. Les sièges dans les poches. Ni avoir exactement les sièges dans les poches. Les salons. Ou parfois, c'est un seul exemplaire qui est tiré ou deux pour aller titiller les hommes politiques, pour aller quémander chez les hommes politiques. Et donc, il faut remarquer tout le travail que fait cette nouvelle RAC qui, honnêtement, disons-le, a beaucoup d'ambition. D'accord, pour pouvoir réformer un certain nombre de choses liées à nous professionnels des médias. Et donc, pour les médias en ligne qui ont pu quand même réunir tous les dossiers nécessaires afin d'obtenir leur autorisation, il faut quand même également, la RAC a très bien fait de pouvoir demander à aller vérifier s'ils ont réellement tout ce qui est nécessaire quand même pour pouvoir mettre en place ces organes de presse-là, ces médias en ligne. Quand on parle de Web TV, on parle de journal en ligne également. Est-ce qu'il y a le personnel qu'il faut également? Il y a le matériel qu'il faut pour pouvoir faire le travail, ou bien c'est le même qui est le directeur, ou il est en même temps le promoteur de l'organe, il est en même temps le directeur de publication, il est en même temps le rédacteur en chef, il est en même temps le graphiste, il est en même temps le cadre, il est en même temps le journaliste reporter. Donc, il y a, bon, c'est la réalité, on se connaît dans le métier. Donc, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui puisse nous quand même donner des informations liées aux problèmes qui se trouvent au niveau de notre profession. Et la RAC sait très bien, pertinemment, qu'il y a de ces journaux-là qui ont pu réunir quand même les papiers pour avoir l'autorisation, mais vous allez voir à travers, je pense que ce que la RAC devait faire, et ce à quoi j'invite la RAC, c'est de faire ces opérations de façon inopinée. Parce que normalement, on vous a déjà donné l'autorisation, c'est que vous avez déjà le cadre. Et parfois, même pour les journaux en ligne et autres, il faut que vous donniez parfois le lien déjà de votre site internet pour pouvoir, avant même dans la procédure. Et donc, si c'en est ainsi et que vous avez normalement un siège, c'est que la RAC vous appelle ce matin pour dire monsieur le promoteur, on passe chez vous à 10h. Déjà à 8h, on vous appelle, on passe chez vous à 10h. Et nous, même c'est à 9h. À 9h. Donc, oui, à 1 heure de temps. Et donc, parce que c'est ça qui va permettre en réalité de pouvoir bien voir la réalité. Parce que qu'est-ce qui se fait généralement? C'est que dès qu'ils savent que la RAC va lancer l'opération et que la RAC les prévient le lundi, on va passer chez vous dans la semaine. Comme ce qui est fait, parce que les journaux l'ont relayé, voilà. Et ils savent quand est-ce que ça commence. Exactement, ils savent quand est-ce que ça commence. On dit c'est le lundi. D'abord, la RAC vous prévient pour dire, bon, cette semaine-ci, on va passer chez vous. Ne vous étonnez pas qu'ils viennent négocier avec Henri. Henri, passe-moi rapidement ton bureau parce que je sais que toi, tu as déjà un bureau d'informatique, tu as des ordi là, tu as déjà un personnel là. OK, on va juste changer les affiches, on va mettre quelques étrennes, quelques affiches pour dire que c'est le journal qui est là, le temps qu'il passe. Donc, en retour de quoi? Mais cela pose réellement un problème dans la méthode de travail. Ce qui fait que le rendu au niveau des organes de presse, les conditions de travail ne sont pas totalement les plus ou moins reluisantes, mais néanmoins, il faut quand même que la RAC nettoie et mette du poing sur la table quand même pour qu'on n'ait plus ces journaux qui sont devenus des démarcheurs politiques, où parfois on crée juste simplement parce qu'on sent que les élections sont proches et donc il faille créer quelque chose pour aller titiller les hommes politiques, pour aller quémander de l'argent, pour aller écrire du n'importe quoi, parce qu'on est orienté par les finances, par l'argent, malheureusement. Et donc c'est un travail qui est bien fait. Il faut que la RAC repense cela, voit dans la méthodologie quelle est la méthodologie idéale quand même pour pouvoir quand même coincer ces organes en ligne fugitifs, je dirais, qui ont été créés et qui n'existent nulle part. Marc disait qu'il faut que la RAC tape du poing sur la table. Est-ce que vous êtes d'avis, Henri? Mais non, ce que fait aujourd'hui la nouvelle RAC avec la RAC à Édouard Locaux, à un an aujourd'hui,
assainir donc le milieu professionnel. Et je pense que il doit recevoir l'accompagnement de tous les professionnels des médias. Quand on sait que sur le terrain aujourd'hui, vous êtes combattu par les médias qui n'ont pas de nom. Quelqu'un a un forfait internet de 100 francs, il crée Kokolo TV, il faut créer Adjaka TV, il crée n'importe quoi. Et donc aujourd'hui, il faut qu'on arrive à assainir ce milieu-là. Et cette démarche de la RAC d'aller vérifier les sièges, ce n'est pas seulement les sièges, mais voir également l'équipement dont vous disposez. Parce qu'aujourd'hui, on sait que les gens, il faut qu'ils aient un trépied ou bien, comment vous appelez ça, avec un portable, eh bien, le travail est fait. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. La RAC estime qu'il faut avoir des équipements adéquats qui sont à la pointe et qui puissent vous permettre de faire le travail convenablement. On ne va pas avoir, par exemple, des images tronquées ou on n'arrive même pas à sentir que c'est une télévision en ligne. Et donc, aujourd'hui, oui, les réseaux sociaux donnent cette possibilité à plusieurs gens de créer d'organes, de créer plusieurs boîtes, mais il faut que le professionnalisme accompagne. Maka, tout à l'heure, parlait d'une seule personne qui est, il est tout à la fois. Parce que tout simplement, il ne veut pas payer. Je prends le cas d'une radio aujourd'hui. Aujourd'hui, l'une des conditions, c'est que les professionnels des médias, ceux qui travaillent, soient déclarés. Soit déclarés. Parce que si vous voulez faire, par exemple, la carte de presse, il faut que la RAC ait au moins votre numéro de CNSS. Oui, c'est ça, le CNSS. Donc, c'est déjà des réformes qui sont à saluer de la part de la RAC. Mais aller descendre sur le terrain maintenant pour vérifier, c'est encore quelque chose. Parce que je connais que... vous parlez tout à l'heure d'une radio. D'une radio qui a commencé par émettre, d'accord? Mais le promoteur estime qu'il faut recruter des stagiaires, d'accord, pour faire le travail. Vous voyez un peu comment on peut rabaisser les gens comme ça. Donc, il n'est pas prêt pour payer, mais il est prêt pour aller... Utiliser la main-d'œuvre. De manière frauduleuse. Il faut le dire. Donc, il faut également qu'à ce niveau-là, la RAC accompagne ces professionnels des médias qui sont diplômés, qui sont sur des écoles, mais qui ont envie de travailler dans un cadre décent et formel. Alors que l'environnement ne le permet pas. Donc, c'est pour ça également que, aujourd'hui, par exemple, avec cette démarche-là, allez voir, la RAC, monsieur, ne va pas publier le programme. C'est à 2 minutes, bien on va dire, oui, vous êtes où? On est devant votre siège. Et c'est là où la demande commence. Maintenant, quand on a dit 28, vous allez voir que ils iront, un siège que vous avez mis ils iront louer, dossier, ils iront louer pour un mois ou 2 mois. 2 mois, les instruments, les équipements, pour quand même faire bonne figure. Je me rappelle que la RAC avait initié cela pour les journaux presse écrite. Et bizarrement, ça m'a fait rire parce que j'ai commencé par voir des sièges de journaux presse écrite un peu partout, de façon subite, quoi. Je vois les affiches, vous sentez que les affiches là sont vraiment nouvelles, quoi. Les salons ont été transformés rapidement. Elle a dit, non, c'est bon quand même. Bon, nous n'allons pas dévoiler tous les secrets sur ce plateau. Non, on ne dévoile pas les secrets, mais on dit ce qui est la réalité. La RAC est consciente. C'est pour ça même qu'elle a initié ces gens de descente sur le terrain. J'ai parlé l'autre fois avec Michel Aronon, qui est chef de service cadre de presse. Il a dit beaucoup de choses. C'est pas que aujourd'hui, ce sont les professionnels qui sont là. Quand vous prenez Basile Tibozo, quand vous prenez Edouard Loco, qui est resté tout le temps dans la presse, quand vous prenez Michel Aronon, bien d'autres personnes, quand vous prenez Ama Moussou, quand vous prenez le jeune qui est au niveau de même au niveau des directions départementaux aujourd'hui, par exemple, c'est les gens qui s'y connaissent. Donc, il n'y a pas question à faire quand même, parce que vous savez, la qui est là. Oui, c'est vrai également. Il faut que la crée également des conditions pour que la vie des professionnels des médias. Mais Carole, je voudrais quand même profiter pour attirer l'attention de la RAC sur un fait. Il y a les cadres de presse qui ont été déjà, la liste provisoire est sortie depuis déjà plus d'1 an, et ces cadres n'ont jamais été mis à disposition des professionnels des médias. Et normalement, ça a été le chemin de bataille, d'accord, de nous, professionnels des médias, où un cadre formel a été créé quand même pour pouvoir booster cela et pour pouvoir permettre à ceux qui sont dans le métier de pouvoir avoir accès à cette carte. Mais depuis, c'est lent. Alors qu'on tend vers des élections.
où les professionnels des médias ont besoin de la carte de presse parfois pour aller sur des enquêtes, alors que même nous sommes dans une période très sensible où la HAC est en train de légiférer, demander aux professionnels des médias d'être plus professionnels. On nous demande aujourd'hui de demander ces cartes en ligne. Est-ce que toutes les conditions sont également réunies pour qu'on puisse l'avoir? Est-ce qu'ils ont déjà eu d'abord? Ceux-là n'ont même pas encore déjà eu. Ceux qui sont partis faire le dépôt des dossiers n'ont pas encore. Non, même pas encore. Pour ceux qui vont le faire en ligne, quels sont leurs réservés? Et aujourd'hui, par exemple, vous savez, juridiquement, par exemple, nous sommes dans un problème parce que lorsque vous aurez un problème juridique, par exemple, et que vous serez devant le juge va vous demander quelle est votre carte de presse. Puisque c'est ça qui atteste de votre métier de juge. Alors que la HAC est habilitée à nous délivrer cette carte de presse, est lente, d'accord, dans cette délivrance-là, alors ça veut dire qu'elle est en train de pouvoir livrer les professionnels des médias à la justice indirectement. Ouais. Et donc, il faut qu'ils prennent également leur responsabilité sur ce plateau. Mais nous allons espérer que ces autorités à divers niveaux sont tout simplement à l'écoute et ils vont prendre en considération ce dont nous parlons. La question de revalorisation de ces cartes-là. Il faut que les cartes aient vraiment cette image qu'on colle à cette carte-là. Exactement, oui, je pense qu'il y travaille, oui, pour que quand même ça soit bien d'abord que nous l'ayons d'abord avant de réclamer les avantages qui sont liés. J'appelle la HAC quand même que parmi les priorités, il y a également cette priorité-là. Ici pour il y a également, oui, puisqu'il... Pourquoi pas. Merci à vous, merci Marc Goudiano, merci Henri Baudet pour ces précisions, pour ces détails, pas du tout. Il y a l'actu décalée.